Législative du 8 janvier 2023. Le débat. « 763 candidats pour seulement 109 sièges disponibles au Palais des gouverneurs à Porto Novo. La bataille s'annonce rude et pour tirer son épingle du jeu, il faut séduire l'électorat, convaincre par ses idées, les valeurs du parti et surtout le programme de législature. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication vous donne l'occasion, chers candidats, de vous adresser aux populations où qu'elles se trouvent. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée au débat entre les acteurs politiques donc des 7 formations en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain. Et comme thème du deuxième numéro de la série, eh bien, il est retenu la sécurité et la défense dans un contexte international miné par des questions liées à l'insécurité et au terrorisme. Comment les partis politiques en lice appréhendent-ils cette problématique? Tour à tour, nous allons leur donner la parole pour décliner leur programme de législature sur le thème en débat. Je ne serai pas seul pour conduire cette émission. Avec moi, mon confrère de Canal 3 Bénin, Herman Aniamoso. Herman, bonsoir. Bonsoir Renaud Capo, bonsoir chers invités. Pour le débat de ce soir, nous avons en plateau général Célestin Guidimé qui représente le parti Union Progressiste de Renouveau. Bonsoir mon général, bienvenue sur ce plateau. Nous avons à côté de lui Dr Ponou Brice du parti UDBN. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir chers téléspectateurs. Après vous, docteur Akintola Mohamed Awali du parti Force Corepo Méné Émergent. Bonsoir docteur, bienvenue également. Bonsoir chers téléspectateurs. Eugène Azetassou, on ne le présente plus, il est du parti Les Démocrates. Bonsoir. Bonsoir sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Gafarou Radji, il est représentant du parti MPL, Mouvement Populaire de Libération. Bonsoir à vous également. Bonsoir cher ami. Et puis nous avons Dr Edon Syriac du parti Bloc républicain. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et pour finir cette présentation, on finit avec Moël Bénin, qui est représenté ici par Léon Jorin Koboulé. Bonsoir, Léon. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Voilà, le débat est lancé. Toute première question, eh bien, je la pose aux représentants du parti FCBE dans l'ordre de tirage, dans l'ordre de prise de parole. C'est bien sûr les forces Cori pour un Bénin émergent qui arrivent premier. Première question donc. Les questions liées à la sécurité et à la défense occupent quelle place dans le programme de législature du parti FCBE? Merci monsieur le journaliste. Dans le programme de législature de notre parti, la question de sécurité et de défense du territoire national ont également une place de choix. Nous l'avons décliné lors de la formation de nos candidats pour l'Assemblée nationale, donc la 9e législature. Nous avons beaucoup apaisanti, on va le voir tout à l'heure peut-être dans les développements, sur le volet social, la prise en charge sociale et psychologique de nos agents des forces de l'ordre, autant ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure que ceux qui s'occupent de la défense du pays au niveau de nos frontières. Nous avons également beaucoup parlé du volet équipement, du fait que le gouvernement et les décideurs doivent tailler une très grande importance à la question des accords en matière d'armement, en matière de sécurité, en matière de renforcement des capacités, avec qui nous les avons, avec qui nous devons nous permettre de les avoir et quelles sont les réelles intentions qui motivent ces accords-là. Est-ce que nous nous laissons encore attachés par les accords qui ont précédé notre ère et qui étaient beaucoup plus dans un rapport déséquilibré entre le colonisateur ou l'impérialiste ou le néocolon et nous en tant que puissance inférieure, ou alors dans le contexte actuel, nous devrions nous repositionner, renégocier ces accords-là. Et enfin, nous avons également beaucoup touché la collaboration entre les populations et les agents des forces de l'ordre et de défense. Voilà, de façon résumée, les aspects qui ont été touchés concernant la sécurité et la défense du territoire national dans notre programme de législature à la FCBE. Herman? Oui, on poursuit avec le parti Les Démocrates qui va nous dire également quelle est la place qu'occupe cette question liée à la défense et la sécurité dans le projet de législature. Bien, merci beaucoup. Dans la prochaine législature, nous avons estimé que la défense et la sécurité doivent avoir une place de choix
Parce que sans la quiétude, sans bien régler ce problème au niveau de défense et de sécurité, on ne peut pas avoir de développement. Ce n'est pas possible. Et par conséquent, nous avons effectivement insisté aussi sur les acteurs qui sont au front à ce niveau, qu'il faut effectivement bien entretenir pour qu'ils se donnent à fond. Mais nous avons aussi dit que pour les questions de défense, par exemple, il faut qu'il y ait une bonne collaboration de l'ensemble de la population. Et ça dépend de la gouvernance. Parce qu'il faut que ceux qui attaquent notre pays retrouvent dans n'importe quel élément de la population un adversaire. Ne serait-ce que sur les questions d'information, les questions qui permettent de renseigner les différentes positions. Et par conséquent, c'est une bonne gouvernance en général qui milite pour une bonne défense et une bonne sécurité. Bon, nous avons pensé aussi qu'il faudrait une clarté, une bonne clarté des options prises par le pouvoir, l'exécutif notamment, dans les questions de défense et de sécurité, parce que, par exemple, ça fait longtemps que les pays limitrophes subissent des attaques djihadistes, mais nous avons fait comme si nous n'étions pas concernés, tout simplement parce que le Parlement n'a pas joué son rôle. Pour nous, le Parlement doit jouer son rôle de contre-pouvoir à ce niveau-là précis et à d'autres, pour qu'il y ait une clarté dans les options qui sont prises pour les questions de défense et de sécurité. Le bloc républicain. Merci, monsieur le journaliste. Encore une fois, bonsoir, chers téléspectateurs. Je voudrais rappeler d'abord l'idéologie du bloc républicain. Le bloc républicain est un parti conservateur d'idéologie libérale. Et c'est important ce rappel parce que les libéraux placent la sécurité au cœur de leurs activités. Parce que sans sécurité, il ne peut y avoir de la promotion de l'investissement. Pour nous, les libéraux, c'est l'investissement privé qui pourrait au développement. Et donc, sans cette sécurité, on ne peut avoir cet investissement nécessaire pour accroître le développement des populations. Et ce qui fait que nous distinguons globalement deux types, quand nous regardons. Nous avons le grand banditisme et les problèmes de cohésion sociale qui peuvent conduire progressivement à la radicalisation, comme nous le voyons aujourd'hui. Et donc, face à ça, nous proposons deux grandes solutions. Pour ce qui est du grand banditisme, c'est une solution purement militaire, une solution purement sécuritaire. Et pour ce qui est des questions de cohésion sociale, des conflits interpersonnels qui peuvent conduire à la radicalisation, il est nécessaire de combiner la question sécuritaire et les questions de développement. Et donc, nous œuvrons dans ce sens-là dans notre programme. Si vous prenez les trois axes clairs du programme, qui est le renforcement d'abord du développement du Bénin, l'amélioration, le renforcement aussi de la résilience et enfin la consolidation de la cohésion sociale. Quand on prend tous ces trois axes, on voit que le développement, la cohésion sociale permet de nourrir le développement et améliore les conditions de vie des populations. Et donc les questions sécuritaires ne peuvent qu'être une question, ça fait partie de notre ADN, comme je l'ai dit au départ, à cause de notre idéologie et de notre mouvement qui est un mouvement vraiment basé sur une idéologie bien définie. Merci. On va écouter Moël Béné sur la question. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Nous partons d'abord d'un constat. Comment notre gouvernement, depuis quelques années, a pu faire face à ces défis de sécurité ou de défense. Je crois qu'il faut être honnête, avoir également le regard sur d'autres pays et reconnaître que notre pays, que notre gouvernement, qui a à sa tête le président Patrice Talon, a fait un travail méthodique, a fait un travail important pour limiter, je dis bien, les risques en matière terroriste. Malheureusement, en matière de sécurité, il n'y a pas de risque zéro. On a subi quelques attaques ces derniers mois. C'est la preuve que nous devons reconsidérer notre approche sur cette question. Alors, le projet de législature de Moël Béné, c'est « Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif ». Vous savez,
que ce soit les attaques terroristes ou le grand banditisme, ce qui fait le lit pour l'avancée de ces phénomènes, c'est la pauvreté. Ce qui fait le lit pour ces phénomènes, c'est l'exclusion sociale. Comment faire en sorte que nos compatriotes, où qu'ils soient sur le territoire national, soient inclus dans notre processus de développement? C'est notre challenge. La lutte contre le terrorisme ou bien une bonne sécurité n'est pas seulement une question militaire ou une question d'équipement. Si vous ne faites pas en sorte que les populations puissent être incluses dans un processus de développement, que les populations puissent avoir les choses, je veux dire, élémentaires, rudimentaires, vraiment, je pense que c'est une façon de les exclure de notre processus de développement. Et évidemment, quand les populations se sentent abandonnées, elles se jettent malheureusement dans les bras de ces bandits ou de ces terroristes. Alors déjà, je dis qu'il faut reconnaître les efforts du développement, insister sur l'inclusion sociale et aussi, parlant de la lutte contre le terrorisme également, féliciter le gouvernement pour cette initiative d'Accra, dont le président Patrice Talon parle beaucoup et dont il est l'un des leaders, parce que cette initiative d'Accra nous positionne dans un élan sous-régional, puisque le phénomène n'est pas national. Ce n'est pas seulement le Bénin qui est aujourd'hui attaqué. Et donc, nous avons le devoir, si nous sommes à l'Assemblée nationale, de favoriser vraiment l'inclusion, la participation du Bénin dans cet élan sous-régional. Parlant de sécurité de police ou bien des réformes intervenues dans ces secteurs, tout le monde, y compris l'opposition, peut reconnaître que les réformes au niveau de la police, tout ce qui est formation, équipement, tout ceci a participé franchement à une modernisation de notre sécurité, surtout en milieu urbain. Mais comme je le disais, le Bénin ne se limite pas aux villes, il faut penser vraiment aux populations qui sont dans des zones rurales pour qu'elles ne soient pas la périphérie du développement social. Merci. Union progressiste, le renouveau, la parole est à vous. Merci, monsieur le journaliste. Merci et bonsoir, chers téléspectateurs. Les questions de défense et de sécurité occupent une place centrale dans le projet de législature du parti UP Le Renouveau. Parce que, en fait, nous sommes partis du postulat qu'il n'y a pas de développement sans sécurité ni paix et que les lourds investissements qui sont consentis aujourd'hui doivent être protégés pour pouvoir porter leurs résultats. Dans notre projet de législature, nous soutenons les réformes engagées au plan de la sécurité et de la défense et nous allons travailler à les améliorer en mettant toujours l'homme au centre de toutes ces réformes-là. Parce qu'en fait, l'idéologie de notre parti, qui est le progrès, la solidarité, l'inclusion sociale, nécessite vraiment que ces réformes soient centrées sur l'homme. Les questions de sécurité et de défense deviennent aujourd'hui des questions transnationales et c'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur la coopération régionale, la coopération bilatérale pour pouvoir gérer toutes ces questions. Et les renforcements de capacités et tout ça, et les réformes qui sont en cours, nous allons les aborder tout à l'heure dès que nous serons sur les questions appropriées sur ça là. Merci beaucoup. L'ordre de passage a été quelque peu écorché. On devait écouter l'UDBN avant l'UP Le Renouveau. UDBN, sur la question de défense et sécurité, quelle place occupe ce sujet-là dans votre projet de législature? Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis heureux d'être devant vous ce soir pour vous dire la question de sécurité et de défense au sein de l'UDBN est le cœur même du symbole du parti. Je commence par décortiquer un peu, commençant par la définition de UDBN. Union.
lorsque nous disons union, quand il y a union, il y a la paix. La paix est carrément l'opposé de l'insécurité, de la guerre et autres. Démocratique, lorsqu'il y a la démocratie, lorsqu'il y a l'alternance qui est prônée et promue, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de soulèvement. Pour un Bénin nouveau, le Bénin nouveau, c'est un Bénin où chaque citoyen béninois se sent chez lui, se sent à l'aise, se sent dans sa peau, trouve à manger, trouve où vivre aisément. Et je reviens sur le symbole du parti politique qui est le maïs. Le maïs déjà mûr, le maïs prêt à consommer. Vous savez, il y a plusieurs types d'insécurité. Et ce que nous constatons généralement, c'est la faim qui amène les gens à aller vers le banditisme. C'est le manque qui conduit les gens à aller vers ça. L'UDBN a choisi de tout faire, de légiférer autrement au niveau de la 9e législature pour permettre à chaque Béninois, où qu'il soit, quoi qu'il fait, de vivre aisément, de trouver à manger son pain tous les jours. La question de sécurité et de défense émane surtout du pouvoir central. C'est le pouvoir central qui définit les axes, les stratégies. Mais l'UDBN s'invite au débat désormais pour redéfinir le concept même de la chose. Et s'il faut, orienter les débats dans le sens où on doit mettre le citoyen béninois au cœur même de la sécurité nationale. Parce que tant qu'il n'y a pas une poche d'insécurité à l'interne, on ne pourra pas avoir des attaques externes. Merci beaucoup. Le mouvement populaire de libération, pour fermer la première marche. Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est encore une fois un réel plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui pour parler fondamentalement des questions de sécurité. Je voudrais rappeler qu'on ne peut aller à un développement harmonieux, intégral d'un pays sans un climat de paix et de sécurité. Et cette dynamique, le mouvement populaire de libération y participe à travers son projet de législature dont la vision est un engagement partant de notre engagement. La vision qui est de faire du Parlement béninois un levier de l'enracinement de la démocratie et le développement intégral du Bénin. Nous sommes d'accord que les questions de sécurité sont des questions beaucoup plus dévolues à l'État central, mais de notre position de député, nous devons y contribuer. Nous pensons que nous avons ressenti le débat autour de deux aspects principaux. Nous pensons que la sécurité doit être d'abord humaine, quand on parle du grand banditisme, et la sécurité liée à la défense du territoire. Pour nous, notre action, puisque nous savons le rôle d'un député, le rôle d'un député, c'est voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et, dans une certaine mesure, animer la vie politique. Nous pensons que notre action sera beaucoup plus de revoir les accords qui ont été conclus par notre pays depuis le Moyen-Âge et qui aujourd'hui gouvernent toujours les aspects sécuritaires. J'ai suivi une intervention où pour pouvoir prendre des équipements, il faut d'abord avoir une certaine autorisation. J'ai la chance que sur ce plateau, on a un homme de rang ici qui pourra peut-être nous éclairer davantage sur cette cas. Mais nous pensons que ce qui est déterminant pour ce qui concerne, vous savez, les questions de sécurité humaine, comme le grand banditisme, sont beaucoup plus liées fondamentalement aux questions de pauvreté, d'inclusion, mais aussi c'est le propre du développement du territoire. Vous allez voir les pays ou les villes dans lesquelles il y a beaucoup plus de ces cas de banditisme sont les villes qui ont connu une certaine expansion. Le développement appelle effectivement à l'insécurité. Donc il va falloir alors travailler ou renforcer la capacité et les compétences des villes pour qu'ils soient capables, puisque si nous ne maîtrisons pas la situation au niveau local, il sera difficile de pouvoir la maîtriser au niveau national. Donc nous pensons qu'il faut
trouver un mécanisme pour renforcer un peu la compétence des villes, pour qu'ils soient en adéquation, ils soient à même de faire une riposte conséquente. Nous pensons aussi qu'il faut développer une collaboration active avec les populations. Puis sans renseignement, aucune sécurité, aucune mesure n'est possible, vous voyez. Donc il faut développer une collaboration avec les populations à la base. Nous pensons fondamentalement qu'il faut inciter le gouvernement à faire de la formation, à prendre des équipements. Nous pensons également qu'il faut développer, c'est ça qui est très important, et là, quand je parle de cet aspect, je fais référence à la question de défense du territoire, donc de la lutte contre le terrorisme. Il faut développer un partenariat avec les pays de la sous-région, les pays à l'international, fondamentalement aussi les pays qui ont très tôt connu ces cas-là, puisque nous ne pouvons pas, pour pouvoir segmenter les cibles et les potentiels risques, nous ne pouvons pas le faire seuls. Les questions de terrorisme ne sont pas des questions propres à un pays, c'est des questions transversales. Il faut se unir pour pouvoir travailler ensemble et parvenir à une solution consensuelle. Nous pensons qu'il faut instaurer un cadre de concertation. Un cadre de concertation. Parce que quand on parle de terrorisme, beaucoup plus, c'est vrai que nous parlons des questions de pauvreté, d'inclusion, mais au fond, c'est une guerre idéologique. C'est pourquoi nous, au MPL, nous disons que la question du terrorisme n'est pas une question militaire, ce n'est pas une guerre militaire, ce n'est pas une guerre d'armement. Donc c'est une guerre idéologique. Partant du fait que la plupart des gens qui sont appelés dans ce concept sont d'une religion et que, bon, il va falloir, je pense que nous avons pensé qu'il faut développer un cadre de concertation avec les acteurs de ces religions ou élargir à d'autres, à toutes les confessions religieuses, toutes les sensibilités religieuses, pour qu'ensemble nous puissions, puisque personne n'est à l'abri. Le terroriste, quand il va dans un milieu pour aller détruire, il ne calcule généralement pas qui est qui, il fait ce qu'il a à faire. Et nous pensons qu'en mettant en place ces mécanismes, je rappelle que notre rôle n'est pas de nous mettre en action. Notre rôle est de donner les directives, de donner les moyens au gouvernement, puisque le député ne construit pas de puits. Donc, nous ne pouvons pas aller acheter d'armement. Donc, c'est mettre les mécanismes en place et fondamentalement encadrer ça. Et puis, il y a un aspect qui nous tient beaucoup particulièrement à cœur, c'est l'aspect de la motivation. Vous savez, on envoie des forces de l'ordre aller défendre le pays, la nation, et leur situation n'est pas si reluisante. Nous avons pensé qu'il faut un statut spécial pour ceux qui sont appelés pour aller faire ce combat-là, parce que par ailleurs, ils vivent véritablement, quand ils vont à ces missions, ils sont très heureux et avec le cœur à joie pour pouvoir aller défendre le pays. Donc il faut trouver un mécanisme. La dernière législature a voté une loi récemment où on parle des avantages qu'on pourrait donner aux familles des victimes de ces guerres. Je dis, mais c'est dangereux. Si nous devons attendre que les gens meurent d'abord, c'est lui qui va au front. Il va falloir qu'on trouve lui-même qui ait une motivation à aller au front, à aller défendre le pays. Et si peut-être si c'est 50 000 francs comme il a comme prime, s'il va sur le front, on va peut-être faire une augmentation de ces primes-là. Donc ça, c'est des questions de motivation qui pourront permettre à ces hommes-là d'être armés, beaucoup plus armés pour aller défendre. Puisque ceux contre qui ils vont, ils ont une motivation qui n'est pas liée à l'argent, qui n'est pas liée aux questions pécuniaires, c'est beaucoup plus lié à une question idéologique. Et quand nous sommes en face de ces questions, c'est très compliqué de faire une lutte acharnée. Donc voilà un peu ce que nous pensons que nous pouvons faire, tout en insistant que nous ne pouvons pas faire ce combat sans les pays de la sous-région et à l'international. Voilà une deuxième question qui appelle vos réactions. Nous allons commencer par le parti FCBE. Vous le savez, le domaine de la sécurité et de la défense a été marqué au Bénin par des réformes. Exemple, la police républicaine dont la création a nécessité le vote d'une loi au Parlement. Allons-nous dans la bonne direction avec cette réforme, le parti FCBE? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La question ne se pose en réalité pas dans est-ce que cette réforme elle est bonne ou pas, mais la question est beaucoup plus comment est-ce que cette réforme-là est menée et quels sont les impacts que nous avons sur le terrain en analysant. Nous sommes déjà là. Il faut d'abord remarquer que la fusion de l'ancienne gendarmerie et de la police pour donner un seul corps que nous avons appelé la police républicaine a soulevé quand même beaucoup de remous.
pas surtout au niveau de la population, parce que la population elle est majoritairement assez ignorante des vrais enjeux, mais au sein même de cette corporation. Lorsque vous questionnez nos frères qui sont, et nos sœurs bien sûr, qui sont dans cette corporation qu'est la police républicaine, les frustrations ne manquent pas. Un ancien gendarme et un ancien policier, nous avons fait implémenter cette réforme-là pendant des années, mais jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'est pas encore vraiment bien scellé. Et c'est déjà ça, lorsqu'à l'intérieur, des gens qui doivent se battre coude à coude, doivent s'entraider, doivent se protéger mutuellement, ne s'entendent pas déjà ou ne se voient pas réellement comme des frères de sang, permettez que je le dise, au lieu de parler de frères d'armes. Je pense que quel que soit ce que vous faites, il va toujours manquer de l'efficacité ou de l'efficience. Ça, c'est déjà une chose. La réforme, elle est là et cette corporation est confrontée sur le terrain à la question de la sécurité intérieure. Certains intervenants en ont parlé tout à l'heure. Oui, vous savez, pour régler un problème, ils sont là pour sécuriser la population. Pour régler ce problème de sécurité, il faut d'abord remonter aux causes même de ce problème-là, la pauvreté. Mais la pauvreté sous quelle forme? En fait, nous nous retrouvons actuellement dans un contexte où après presque 2 mandatures de gestion du pouvoir en place, on se retrouve à remarquer, à constater de plus en plus un grand gap entre les riches qui deviennent de plus en plus riches, donc une petite portion de la population, bien positionnée si vous voulez, et les pauvres qui s'appauvrissent de jour en jour. Et naturellement, cela provoque ou instaure un climat de frustration. Et lorsque les gens ont faim, comme on le dit, on ne contrôle pas toujours ce qu'on fait et cela ne relève plus réellement de l'éthique. Donc, il faudrait travailler déjà à réduire ce gap-là. La deuxième chose également, c'est la question de l'éducation. Vous savez, nous en sommes arrivés à un moment où on préconisait le fait d'enfermer des écoles, où on est censé éduquer, former, et on préconisait la création ou l'ouverture d'autres prisons. On part donc du constat que nos prisons sont déjà bondées. Au lieu de former, on veut plutôt créer là où on va les recueillir lorsqu'ils seront dératés. La question de la rééducation dans les prisons. Beaucoup de prisonniers ou d'ex-détenus aujourd'hui font tout pour repartir là-bas. Les expressions sont courantes. Enfant, je retourne dans la grande maison. L'une des raisons, c'est que je suis sorti, je n'ai pas de prise en charge, je n'ai pas de suivi, je n'ai rien à manger, alors qu'au moins, là-bas, je mange aux frais du prince. Donc, il vaut mieux pour moi être incarcéré, mais au moins trouver la pitance quotidienne, que d'être dehors et de me débattre dans tous les sens. Lorsqu'ils sont là, il faudrait que nous puissions travailler à... c'est un centre de rééducation. Et lorsque nous remettons ces détenus-là en liberté, nous devons avoir de meilleurs citoyens, puisqu'ils sont allés là-bas pour qu'on corrige ce qui n'a pas marché dans le processus et qui a fait qu'ils se sont retrouvés là-bas. Leur prise en charge dans beaucoup de pays, cela ne demande pas quand même grand moyen. Ce que nous dépensons pour les maintenir là-bas peut être dépensé pour prendre en charge, pour orienter, pour, comment on appelle, guider vers l'emploi, former et ainsi de suite, mettre des psychologues, comment on appelle, à contribution. Je pense qu'on devrait, pour résoudre ce problème-là et faciliter donc la tâche aux agents de la police républicaine pour que leur travail puisse quand même être un travail réussi au profit de la population, on devrait toucher ces axes-là, la question de l'emploi des jeunes. La preuve du fait que ça continue toujours d'avoir des grains dans les dents, c'est que, des grains de sable dans les dents, c'est que je demande s'il y a un mois qui passe sans que la police, la direction générale de la police ne lance un communiqué pour dire tel ou tel agent ont déserté. Tel ou tel, ils ne sont pas morts, ils ont déserté, ils ont fui. Alors, ils ne se sentent plus à l'aise, ils ont disparu. Vous voyez, donc la question devrait être prise par ce bout-là. Et je pense que s'il est fait ainsi, on pourrait peut-être sentir mieux le bon, l'efficacité, l'efficience de cette réforme que nous sommes en train d'implémenter depuis quelques années. Merci. Oui, il faut rappeler aux candidats qu'ils ont, aux représentants des partis politiques, qu'ils ont en même temps de parole, 3 questions ou 4 pour 11 minutes environ. On va écouter les démocrates sur la question, ce domaine-là, qui est marqué par la réforme au niveau de la police républicaine. Est-ce que nous sommes sur la très bonne voie ou sur la bonne voie? Merci beaucoup. Que nous soyons, à partir de ces réformes, on peut faire le constat
que l'application des réformes a conduit à beaucoup de grogne au niveau de la police. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a, comme l'a dit mon prédécesseur, des désertions. Ce n'est pas possible que dans un pays où l'emploi est comme il est, quelqu'un qui a un emploi comme ça déserte. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi je trouve que la 8e législature n'a pas joué son rôle, notamment à ce niveau-là. Parce que les questions de sécurité sont des questions importantes. Les questions d'emploi sont des questions importantes. Mais on n'a jamais entendu des interpellations au niveau du gouvernement pour dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui doit nous permettre d'éclaircir. La mise en œuvre de la réforme, c'est comme pratiquement toutes les réformes qui sont mises en œuvre maintenant, les aspects participatifs qui conduisent à une bonne réforme, à ce qu'il y ait une adhésion des acteurs à la réforme pour faire marcher les réformes, ces aspects participatifs ne sont pas nécessairement bien pris en compte. Et parfois ne sont pas pris en compte du tout. Et on met en œuvre une réforme, et puis ça, c'est cas un cas, et l'institution qui doit jouer le rôle de contre-pouvoir. Le rôle de contre-pouvoir, ça ne signifie pas du tout que c'est pour enquiquiner, non, mais c'est pour permettre de clarifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de clarifier les enjeux, de clarifier les différents axes et de faire en sorte que les choses se comprennent mieux et que bon, les perspectives soient plus claires. Or, l'institution n'a pas joué ce rôle. Donc, on ne peut pas dire que cette réforme a marché. Cette réforme n'a pas marché. Elle gagnerait à être reprise, à être rediscutée, à être redimensionnée pour qu'on puisse avoir effectivement à ce niveau-là des acteurs qui s'impliquent et qui donnent d'eux-mêmes. Ça a manqué, à mon avis, au niveau de cette réforme, au niveau de la police. Et bon, je ne peux pas dire que c'est une réussite. Voilà, merci. Le bloc républicain sur la même question. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais clarifier, en tant que partie quand même de la mouvance, clarifier certains propos que j'ai entendus ici. Il faut éviter, quand on s'adresse à sa population, de la marginaliser ou de la sous-estimer. Dire que la population est ignorante, je ne crois pas qu'elle est ignorante. La grande majorité de la population comprend très bien et le peuple béninois est vraiment en veille et arrive à suivre aujourd'hui. On voit d'ailleurs la pression du contrôle citoyen qui a été marqué depuis 2016 avec les réseaux sociaux. Les populations sont en information, ils ont l'information, même si certaines informations sont déformées, mais ils arrivent quand même à suivre et elle est loin d'être ignorante. On ne peut pas prôner la cohésion sociale et stigmatiser des gens. Quand on veut être élu, quand on est prétend à des postes à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire ici aujourd'hui au Bénin, et il faut méconnaître même la question réelle de terrorisme ou de l'extrémisme violent qui frappe l'Afrique de l'Ouest, c'est que, contrairement à ce que vous pouvez voir en Afghanistan, qui était basé sur des idéologies, chez nous, ce n'est pas des questions idéologiques en réalité. Toutes les études l'ont montré, il y a eu des études très sérieuses qui ont montré qu'il ne s'agit pas de questions, des questions idéologiques, mais beaucoup plus des questions de cohérence sociale et des questions de certaines ethnies et certaines personnes qui se sentent exclues. Et donc, il ne faut pas stigmatiser une religion particulière pour dire que la plupart viennent de ces religions-là, donc ces religions-là, c'est les religions des terroristes. En faisant ça, et vous prenez en même temps la cohésion sociale, je pense que vous êtes en train de vous perdre et de faire un faux chemin. Alors, deuxième chose et troisième chose, on a parlé ici de beaucoup de questions de l'emploi. Rien que dans le quinquennat passé, c'était 800 000 emplois qui ont été créés. Et rien qu'avec G10 aujourd'hui, on est à 1800 emplois qui ont déjà été créés. Et il y a des emplois qui sont encore en train d'être créés. Et l'éducation a été le secteur dans lequel le gouvernement actuel a le plus investi et a fait les mieux de réformes d'éducation et la santé. Avec le programme qui est en cours sur les questions de
l'enseignement et la formation professionnelle. Donc, quand on fait un mauvais diagnostic, on propose une mauvaise solution à la population. Et donc, pour revenir à la question que vous avez posée, c'était une très bonne initiative et nous, au Bloc républicain, nous supportons cette initiative-là parce qu'elle permet de mutualiser les ressources, aussi bien les ressources humaines que les ressources financières. Certes, il y a certaines mesures d'accompagnement que nous veillerons pour accompagner et améliorer. Certaines ont été mises en place encore. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut améliorer ces mesures-là. La question de désertion, le général est là, il vous dira que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas la mutualisation qui a conduit à la question de désertion. Et donc nous, au Bloc républicain, puisque nous avions su des thématiques précises, des groupes de réflexion, et d'ailleurs animés la plupart du temps par des jeunes, ces groupes de réflexion sont en train de proposer des mesures déjà pour arriver aujourd'hui à consolider et éviter limiter ces questions de désertion. Vous pouvez juste augmenter les ressources, ce n'est pas non plus une question de ressources. Le diagnostic a montré que le mal est ailleurs, parce que vous pouvez augmenter les ressources. On a les militaires et les policiers, les forces de défense nationale sont payés à temps, leur salaire augmenté. Quand vous allez en mission, vous avez des primes spécifiques, mais malgré ça, il y en a qui quittent le secteur et qui désertent. Mais ce n'est pas dû réellement à la réforme que nous connaissons de la mutualisation des deux forces. Et donc, il faut vraiment bien connaître ce qu'on est en train de faire pour pouvoir savoir la vraie solution à proposer aux populations. On va écouter à présent Mouel Béné sur cette question-là. Oui, je vous remercie. Avant de répondre de façon précise à la question, j'aimerais quand même préciser au doyen Azatassou des démocrates que la législature qui est en train de finir a quand même pris des initiatives sur le plan de la sécurité et de la défense. Je ne veux même pas parler des prises de parole ou du déplacement de certains députés sur certains sites qui avaient été attaqués par des terroristes. Donc franchement, on ne peut pas dire aujourd'hui devant les caméras que cette législature n'a rien fait en matière d'accompagnement pour le gouvernement sur le plan sécuritaire ou sur le plan de la défense. Alors la réforme dont vous parlez, c'est-à-dire la mutualisation des forces entre la gendarmerie, entre l'ancienne gendarmerie et la police, c'est clair que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'efficacité, les effets de ces réformes. Alors, ce que moi j'ai constaté, puisque au début de cette réforme, je n'étais pas vraiment résident au Bénin, mais ce que j'ai constaté, quand je compare l'efficacité de la police il y a 10 ans à ce qu'on voit aujourd'hui, on voit une police plus proche de la population. Une police qui fait l'effort d'être là où il y a des hommes. On voit une police qui fait l'effort d'être dans les rues secondaires, la nuit. On voit une police qui dialogue avec les populations. On voit une police qui comprend que la population a besoin d'elle. Alors, on ne peut justement conclure que cette réforme a eu des effets positifs. Mais il y a encore des efforts à fournir afin de renforcer la proximité de la police avec les populations. Moi, j'aurais aimé, franchement, que les patrouilles soient plus importantes la nuit, que certains quartiers la nuit ne soient pas des zones interdites aux populations civiles, que certaines rues ne soient pas marginalisées ou ne deviennent pas des repères pour des grands bandits de Cotonou. Donc, si on a une police plus proche, plus équipée et qui sait qu'elle doit être dans une action vraiment de proximité avec la population, ça va aller. Sur le plan de la motivation des policiers. Alors, il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est pas en augmentant de façon répétée les salaires des policiers qui seront compétents ou qui seront efficaces. Il faut d'abord les former. Et sur ce plan, on a vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Mais il faut aller plus loin. Comment moderniser aujourd'hui l'action de la police, son intervention. Et je crois que c'est sur cette question de modernisation, même de l'outil, des outils de travail des policiers que la question doit être prise. Sinon, nous allons penser que c'est parce que les policiers ne sont pas bien payés qu'ils désertent. Non, il y a peut-être d'autres raisons que nous, civils, nous ne pouvons pas savoir. Il y a peut-être des raisons internes, des raisons liées à la hiérarchie ou bien des raisons liées simplement à la gestion des ressources humaines dans la police. Donc, je voudrais franchement qu'on puisse s'appesantir sur le besoin de formation de nos policiers,
formation renouvelée, sur la nécessité de renforcer la stratégie de proximité, parce que la nuit, si le citoyen ne peut plus aller faire les 100 pas le soir avant d'aller se coucher, parce qu'il craint qu'à 50 mètres de son portail, on va l'agresser, il y a problème. Si je ne peux pas aller dans une rue à Agla parce qu'on me dit, voilà, il y a 3 jours, on a agressé 10 personnes dans la même rue, il y a un problème. Donc, je crois que notre police doit trouver les stratégies qu'il faut pour renforcer la proximité. Renforcer la proximité et faire en sorte que les policiers soient équipés. Sinon, on va beau les recruter, à main nue, ils ne pourront pas grand-chose. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de rester en notre compagnie pour la suite de ce débat. Juste d'un mot, je voudrais rappeler la durée de prise de parole des représentants des 7 partis politiques présents sur ce plateau. Mouel Bénin, 7 minutes 34 secondes. Bloc républicain, 5 minutes 29 secondes. Mouvement populaire de libération, 6 minutes 37 secondes. Les démocrates, 5 minutes 04 secondes. Foscori, Point Bénin émergent, 6 minutes 38 secondes. UDBN, 2 minutes 19 secondes. Union progressiste, le renouveau, 1 minute 53 secondes. Herman. Oui, on poursuit donc avec cette question. C'est vrai que le domaine de la sécurité et de la défense a été marqué au Bénin par des réformes. On cite un exemple, la police républicaine, dont la mise en place a nécessité la création, le vote d'une loi. Est-ce que cette réforme a porté ses fruits? On donne maintenant la parole à l'UDBN. Merci, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, la question de la mutualisation de l'ex-gendarmerie et de la police, devenue aujourd'hui police républicaine, est bel et bien inscrite dans le plan d'action de la législature pour UDBN. Je voudrais à l'entame vous dire que les partis politiques ont un rôle à jouer. C'est l'animation de la vie politique. Cette animation de la vie politique amène chaque parti politique, tel que les uns et les autres l'ont signalé tout à l'heure, à se poser des questions. Quand quelque chose ne va pas bien dans le pays, on n'a pas besoin d'être député avant de se poser des questions. Une fois qu'on est parti politique, on peut mener des enquêtes sérieuses et interpeller le gouvernement. UDBN aujourd'hui a déjà fait un travail de fond et a prévu, lorsque nous serons représentés au Parlement, nous allons aller certainement sur cette question du fait qu'il y a des défections au niveau de la police républicaine. C'est vrai. D'aucuns disent que ce sont ces défections de la police républicaine qui créent l'insécurité. Parfois, on l'a appris que lors des braquages, on a trouvé des anciens policiers, des policiers à la retraite, des militaires à la retraite, etc. Mais la réforme en elle-même, l'UDBN a trouvé que c'est une très bonne réforme. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la police est beaucoup plus proche de la population. Nous sentons que la police ne fait plus peur à la population. Nous sentons que la police vient en aide à la population. Nous sentons que la police s'intéresse réellement à la sécurité des biens des personnes. Mais du fait qu'il y a quelques soucis, souffrons que toute réforme a des couacs. En tant que parti politique, l'UDBN sait et l'a déjà inscrit dans son agenda qu'une fois au Parlement, nous allons interpeller le gouvernement sur certains points. À savoir, demander comment le traitement des policiers républicains se fait. Qu'est-ce qui pose problème? Mener des enquêtes de fond pour savoir quel est le réel problème. Parce que les informations que nous avons de ça et là ne sont pas toujours vérifiées. Aujourd'hui, les Béninois se sont scotchés sur les réseaux sociaux et n'utilisent que les informations des réseaux sociaux. Nous savons qu'il y a beaucoup de désinformation. L'UDBN, en tant que parti politique, et surtout parti des jeunes et des femmes, a décidé d'aller au fond de la question. Et nous l'avons inscrit dans notre agenda et nous le ferons. Donc, en ce qui concerne la mutualisation de la gendarmerie et de la police, nous ne trouvons aucun problème à ça, mais cette réforme est à améliorer. Merci, monsieur le journaliste. Union progressiste de renouveau, sur le même sujet. Merci. Merci de me donner l'occasion de me prononcer sur cette question. D'abord,
pour faire quelques mises au point. J'ai entendu tout à l'heure des choses qui ne reflètent pas exactement la réalité. Tout d'abord, je ne suis pas un homme du rang, je suis un officier général, donc il y a des choses qu'il faut améliorer. Cela veut dire que la culture sécuritaire au niveau de nos partis politiques peut poser problème. Les questions de motivation, je vais réagir. Les questions de motivation, en fait, je ne sais pas si les propos que les camarades ont tenus, je ne sais pas s'ils les ont documentés. Mais si c'est sur des rumeurs, j'aimerais bien les inviter à aller se pouvoir. Relativement à la prise en charge des ayants droit des militaires policiers décédés au champ d'honneur, je crois que c'est la première fois dans notre pays qu'une réforme comme ça a été menée et les ayants droit sont entièrement pris en charge. C'est la première fois. C'est des choses qu'il faut corriger. Je félicite les camarades qui ont bien compris la quintessence de la réforme. Et au sein de toute corporation, il y a toujours des frustrations. Il y a toujours des frustrations. Et la police républicaine, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Donc, c'est trop peu pour qu'on dise que la réforme a pris, la réforme n'a pas pris, la réforme est... Mais c'est un état final que nous sommes en train de rechercher qui va prendre du temps. Si vous prenez la Belgique aujourd'hui, qui a commencé avant nous depuis 1998, ils sont encore en train d'avoir des problèmes de gestion des ressources humaines. Et toute réforme appelle de la résistance au changement. Donc tout ce que vous entendez là, dans les réseaux sociaux, les propos, c'est des nostalgiques et qui procèdent vraiment de la résistance au changement. Et c'est des questions qu'il faut traiter dans la gestion des ressources humaines. Est-ce que, la question que je vais poser aujourd'hui à nos populations, est-ce que la sécurité n'est pas mieux assurée qu'aujourd'hui que dans la période de 2005 et 2016? Oui. Et beaucoup de camarades l'ont signifié tout à l'heure. J'ai le privilège d'avoir assisté à toutes les réformes que nous avons engagées, pas en tant que peut-être observateur et en tant qu'acteur. Je continue de dire que s'il y a une réforme à soutenir aujourd'hui et qui nous concerne tous, s'il y a une réforme à améliorer, c'est la réforme concernant la force unique de sécurité intérieure que nous appelons la police républicaine. La police est plus proche des populations aujourd'hui. Les désertions, mais il y en a partout. Même dans les armées américaines et françaises, il y a toujours des désertions. Mais je vous dis que c'est des phénomènes assez marginaux. Mais si le gars, en postulant pour la police, il trouve mieux ailleurs, on ne le retient pas. Il peut partir. Et je ne sais pas si vous avez le nombre exact de policiers qui sont partis. Je ne sais pas s'ils atteignent 20. Et sur les 12 000 que nous continuons aujourd'hui, mais c'est un épiphénomène, c'est très marginal. Il faut chercher à comprendre. Et si vous avez des difficultés, posez la question aux acteurs, aux porte-parole de la police nationale, de la police républicaine et autres personnes qualifiées, pour qu'on vous indique. Mais si vous voulez vous baser sur les rumeurs, si vous voulez vous scotcher aux réseaux sociaux, vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée avec ça. Merci. La fusion. La fusion, c'est un bel exemple. Un exemple à poursuivre. C'est l'innovation majeure que notre pays a apportée au système de sécurité connu dans la culture francophone. Et en France, que par héritage colonial nous copions tous, mais ils ont reversé aujourd'hui la gendarmerie au ministère de l'Intérieur depuis 2009. Et il est fortement question de créer une force, disons, une force unique régalienne de sécurité. Et cela veut dire que nous n'avons pas mal choisi en fusionnant la police et la gendarmerie. Et en le faisant, mais nous avons réalisé
plus de 80% de couverture du territoire national. Il y a aujourd'hui plus de 410 commissariats sur les 546 arrondissements. Le sentiment d'insécurité a diminué. Et du point de vue de la circulation sur les corridors, de la liberté de passage sur les corridors, nous avons été classés premiers de la CEDEAO. Et quand vous allez à l'international, les gens vous demandent, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Et il y a eu un sondage, pas fait par nous, par l'Institut Afro-Baromètre, qui estime à 76% aujourd'hui la confiance que les Béninois portent à la police républicaine. Ils ont plus confiance à la police républicaine qu'aux élus. Donc cela veut dire que si nous parlons des mêmes populations, parce que j'ai entendu dire que la réforme n'a pas marché, qu'il faut reprendre, qu'il faut redimensionner, qu'il faut faire... Non, la question n'est plus là aujourd'hui. C'est comment améliorer ce qui est fait et qui a été apprécié à l'intérieur comme à l'international. Aujourd'hui, les commissariats ont des fonds de roulement, ce qui ne s'est jamais passé depuis 60 ans. Et c'est pourquoi vous ne les voyez plus sur les routes, enfin, du moins, disons, un peu moins, en train de réclamer des sous, ou bien en train de demander du soutien aux mairies et aux préfets. Il faut en améliorer aujourd'hui l'efficacité, la légitimité, et j'insiste sur ça. La légitimité, c'est quand une police se fait obéir sans forcer. Je crois qu'il faut aller vers là. La légitimité de notre police et la proximité spatiale, on l'a déjà réalisé avec le maillage qui est en cours. Il y a aussi la proximité comportementale et que la police inspire confiance aux populations au lieu de leur inspirer la peur. De faire en sorte que tout ce qui est kaki, tout ce qui est bleu marine, tout ce qui est militaire ne soit plus étranger à nos populations. C'est dans cette confiance, parce que c'est la confiance qui entraîne la collaboration. On ne travaille qu'avec celui en qui on a confiance. Et aujourd'hui, le travail de la police républicaine tend vers là. Et quand vous voyez, vous lisez bien les justificatifs annoncés par le gouvernement pour créer la police républicaine, j'ai entendu mutualiser, non, c'est la fusion. Ce n'est pas la mutualisation, c'est la fusion. Cela veut dire que progressivement, les deux forces feront une seule force. Et la police républicaine, comme je le dis, c'est l'état final recherché. Une seule force de sécurité intérieure. Aujourd'hui, nous avons, comme je le dis souvent, un seul guichet de sécurité intérieure. Les populations n'ont plus à choisir entre la police et la gendarmerie comme ça se faisait avant. On a un seul interlocuteur aujourd'hui. C'est un avantage pour les populations. Et sur ces questions, moi je crois qu'il faut viser les avantages, disons, que les populations tirent dans ces réformes-là et que le gouvernement a engagé et que nous soutenons et que nous cherchons quand nous serons au Parlement, et j'espère que nous y serons massivement, à améliorer pour le bien-être des populations en mettant au centre l'homme. Merci. Merci. Herman. On va écouter le MPL sur cette question, sur cette réforme. Est-ce que le MPL a précisé cette réforme-là? Avant d'aborder la question, je voudrais faire un petit rappel que la problématique concernant le terrorisme, cette affaire de guerre idéologique dont nous avons parlé ici, ne provient pas forcément de nous. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Mbedji, l'a dit à lui lors d'un point de presse. Il répondait à la question d'un journaliste qui lui disait si ce n'est pas une question de développement, de manque d'infrastructures qui fait que les gens s'adonnent à ce phénomène. Et il a dit non, que c'est une question d'idéologie et il a répété ça plusieurs fois. Il a dit qu'ils sont même à pied d'eux pour voir les acteurs
des religions pour voir comment il faut organiser ça. Donc ce n'est pas une invention du MPL. Je ne voudrais pas faire de polémique sur ça et on va aller. Je voulais rappeler que la fusion entre la police et la gendarmerie, au MPL, nous n'avons rien contre ça. Les frustrations qui sont nées de ça sont d'abord, ce sont ces mêmes frustrations qui ont fait qui ont motivé le projet, l'initiative. Et toutes ces frustrations sont inhérentes à toute réforme, à toute initiative. Seulement que nous avons déploré un peu la méthode. Ça aurait été, le doyen Azatassou rappelait tout à l'heure que depuis un bon moment, où fondamentalement la 8e législature avait pour magie ou pour c'est beaucoup plus illustré en votant des lois qui ne sont pas beaucoup plus popularisées ou qui ne prennent pas en compte certains cheminements. Et je pense que c'est ça qui a peut-être fait qu'il y a des grincements dedans. Mais je rappelle que les grincements dedans, pour toute initiative, pour toute réforme, sont inhérentes. Il y en aura toujours. Et même nous pensons qu'une fois au Parlement, notre action sera d'œuvrer à ce que, pour permettre à ce que le gouvernement puisse intensifier les sensibilisations au sein de la corporation pour favoriser une compréhension mutuelle. Normalement, ça doit concerner même du premier au dernier agent de la police. Et ça, ce serait un moyen de beaucoup plus renforcer le projet, l'initiative de fusion. Parce que avoir deux unités de forces de l'ordre qui jouent pratiquement les mêmes rôles, il va forcément avoir problème des problèmes. C'est pourquoi nous pensons qu'il n'y a pas véritablement un problème. Est-ce que la réforme a marché? Nous pensons, j'ai eu la chance de lire le rapport de Afrobaromètre, et que comme c'est une étude réalisée, nous pensons effectivement qu'il y a beaucoup plus, les populations ont beaucoup plus confiance à la police républicaine. Et nous avons même testé certains dispositifs, notamment la police scientifique, et qui nous a montré que vraiment, véritablement, il y a du bon qui se fait. Mais nous pensons qu'il faut renforcer tout ce qui se fait, faire en sorte que d'ici, la police n'a que 5 ans, d'ici 10 ans, nous puissions balayer un peu de revers de main tous les grincements des dents, toutes les irrégularités qui ont été constatées. Merci. Voilà, une troisième question sur laquelle vous êtes appelés à réagir, chers invités. Vous le savez, la lutte contre le terrorisme, c'est un sujet de grande actualité. Nous commençons par le parti FCBE. Que préconise le parti FCBE pour enrayer le phénomène? Merci beaucoup. Je vais revenir tout à l'heure sur certains propos que j'ai entendus par-ci et par-là qui m'interpellent et qu'il faut que je clarifie. Mais répondant d'abord à votre question, je dirais que le programme de législature de la Force Cori pour un Bénin émergent préconise d'abord un contact ou alors une identification de ces poches de terrorisme-là. Les zones qui ont été touchées, qui sont susceptibles d'être touchées, c'est déjà ça. Et identifier quelles sont les causes endogènes qui pourraient faciliter la pénétration de ces agents terroristes-là au Bénin. C'est déjà la première des choses à faire et endiguer ces causes-là. On commencera déjà par là. Il y a la question de l'équipement. Le gouvernement fait des efforts, mais vous savez, lorsque nous allons armer, alors qu'il faut préconiser l'information, le renseignement, afin de limiter le nombre d'hommes que nous perdons, nous préférons beaucoup plus pencher pour investir dans le renseignement, dans l'information, afin de pouvoir limiter plutôt que d'aller combattre. Et que combattre de façon physique ou envoyer nos hommes au front ne soit que le dernier recours, en fait, lorsque nous n'avons pas pu endiguer déjà à la naissance du phénomène. C'est déjà ça. Nous l'avons déjà cité, on ne va pas revenir dessus. Vous savez, lorsque les populations sont marginalisées, lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi, qu'ils sont beaucoup plus pénétrables, qu'ils sont beaucoup plus susceptibles à accepter de ces genres d'offres-là. Et aussi mettre à contribution, bien sûr, les confessions religieuses, parce que ce sont elles qui forgent beaucoup plus l'esprit et l'âme. Et lorsque le travail il est bien fait, et que ce qui est dit, ce qui est appris est bon, sur le plan éthique, on ne va pas comment on appelle, assister à ces genres de glissements-là. Et aussi encourager nos agents de défense. Comme l'a dit le doyen Azetassou tout à l'heure, c'est-à-dire, je crois bien que c'est lui ou mon compatriote du MPL, ce n'est pas une question de lorsqu'il mourra, on prendra en charge sa famille. Ce n'est pas motivant en fait.
Ce n'est pas motivant. On prendra en charge sa famille ou ses enfants. C'est déjà là qu'il faut le motiver. Il faudrait travailler sur la fierté de défendre son pays. Il faudrait travailler sur ce sens de patriotisme-là. C'est la question, c'est la réponse que j'ai à donner. Mais je reviens cependant sur un propos de mon compatriote du BR tout à l'heure. Je pense que mon frère a mésinterprété mon propos lorsque je parlais d'ignorant. Tout à l'heure, pour prendre juste un exemple, hein, vous avez traité l'officier d'homme de rang. Vous voyez, ce sont de ces genres de méprise-là. C'est pas comme si vous n'étiez pas intellectuel ou savant. Mais bon, c'est arrivé comme ça. Vous ignorez peut-être qu'un homme de rang est peut-être différent d'un génie. Je ne sais pas trop. Même moi, je ne le sais pas. Même moi, je suis ignorant de la question. Donc, ce que j'essayais de dire, quand je parlais d'ignorant pour la population, ce n'était pas péjoratif. C'était juste pour dire que même nous, intellectuels, ignorons la teneur de certaines lois qui sont votées. Vous voyez ? Dans l'implémentation, on ne sait pas réellement quels sont les détails. On les perd souvent de vue. C'est ce que j'appelais en fait, comment on appelle, la population est majoritairement ignorante d'eux. On ne sait pas réellement qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'ils ont dit, puisqu'on n'a pas publié. Et les réseaux sociaux ne sont pas, comme l'a dit le général, les vraies sources d'information. Parce que c'est libre en fait, c'est des médias libres, c'est très facile en fait de désinformer là-bas, d'intoxiquer là-bas. Donc c'est ce que je voulais dire lorsque je parlais, comme on appelle, d'ignorants. L'autre chose également, c'est que par rapport à... il y a certaines propositions que nous avons faites, nous de l'opposition, qui ont, à mon avis, été balayées du revers de la main. En fait, de notre posture, nous avons une vision qui est différente de celle de ceux qui sont en action. Je veux parler de ceux de la mouvance. Donc c'est ce que nous pensons d'eux, ce qu'ils font d'eux et pensent d'eux, qui construisent en fait le Bénin. Donc, on doit pouvoir souffrir que nous puissions critiquer, parce que ça, c'est notre travail à nous. Attirer l'attention, parce que quand on est en feu de l'action, on ne voit pas tous les angles. Donc, attirer l'attention sur certains détails. Ici, ça ne marche pas. Ici, il faut corriger. Je pense que c'est ce que nous avons fait depuis le début. Le parti FCBE a épuisé son temps d'antenne, son temps d'intervention. Idem pour le parti Union Progressiste, le Renouveau. Donc, vous l'aurez compris, la gestion du temps compte dans cette discussion. Nous allons poursuivre avec les autres partis politiques qui ont encore une marge temporelle. Tout à fait. Herman Niamboussou. Oui, on poursuit avec le parti Les Démocrates sur ce que ce parti projette en matière de lutte contre le terrorisme. Avant d'en arriver là, je voudrais dire que on m'a dit que la 8e législature avait beaucoup fait pour la sécurité. Et comme exemple, on m'a indiqué qu'un député s'est même déplacé sur le front. C'était un bel exemple de ce qui a été beaucoup fait. Ça, je ne vais pas insister là-dessus. Mon problème, moi, c'est que on devrait avoir une clarté par rapport aux actions qui sont menées. Je donne un exemple. On nous a dit, ça, il a circulé, je n'ai pas vu le matériel, que les Chinois nous ont offert des choses. On nous a dit, il a circulé, je n'ai pas interrogé les gens, que les Français sont quelque part en train de nous instruire sur les questions. Bon, ça correspond à quoi, par exemple? Ça là, pour clarifier ça, pour clarifier la ligne qui a permis d'aboutir à ça, si le gouvernement n'a pas pu faire la clarification, les députés, en l'interpellant, auraient pu nous permettre de comprendre. C'est un exemple pour dire que si on ne... C'est pour les questions de clarté, je n'ai pas vu la 8e législature jouer son rôle. Ça fait. Bon, pour en arriver à ce que vous avez dit, en réalité, ce que nous pensons, nous l'avions déjà dit, c'est-à-dire que les acteurs au front, il faut qu'ils aient le matériel qu'il faut, qu'ils aient la motivation qu'il faut. On a beau dire, quand la personne n'est pas motivée, l'autre qui a une certaine motivation a un peu d'avance sur lui. Donc ce n'est pas quelque chose à évacuer. Ce n'est pas à évacuer. Mais ensuite, j'ai parlé de la gouvernance qui doit faire en sorte que quelqu'un a dit qu'il n'y ait pas de radicalisation. C'est
Mais mieux, n'importe quelle femme en train de rechercher du bois et en observant des choses peut devenir un indicateur pour la police ou pour en tout cas un indicateur de sécurité. Parce qu'elle a pu observer. Mais elle ne fera même pas attention si entre-temps son fils a été licencié de façon abusive, si, etc., si la gouvernance ne permet pas à la population d'être à l'aise et de s'impliquer à ce niveau-là, au moins au niveau des renseignements sur les questions de sécurité. Donc si nous on était là, lorsque nous serons au Parlement, parce qu'on sera là, ce n'est pas une question, on sera au Parlement, en ce moment-là, on va interpeller le gouvernement sur les axes qui sont mis en œuvre pour combattre le terrorisme, les axes qui sont mis en œuvre pour les questions de sécurité, et on va interpeller sur les questions de gouvernance qui permettent, parce que c'est le peuple, c'est l'homme qui développe. On ne casse pas l'homme pour développer, c'est l'homme qui développe dans tous les aspects. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait pour que l'homme soit l'acteur principal du développement et que ce soit au profit de l'homme que le développement se fasse. Ce n'est pas quand vous accumulez, les richesses pour que les institutions internationales voient qu'il y a beaucoup d'argent accumulé, mais dans peu de poches. Ça là, les institutions internationales ne savent pas, mais ça là, ça crée des problèmes de sécurité. Je m'excuse, je m'arrête pour ne pas épuiser mon temps. Le bloc républicain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que la question de gouvernance, le Bénin est salué de par tout le monde sur sa gestion de la gouvernance, et pas plus tard qu'au sommet États-Unis-Afrique. Et on se souvient d'ailleurs que lors de sa prise de mandat, au deuxième mandat, le président de la République a placé la gouvernance au cœur de son mandat, et comme une devise, une nouvelle devise. Et ça, c'est appliqué déjà au niveau du groupe républicain. Le SGN, il a toujours veillé à ce que nous ne fassions rien au hasard et que nous nous dotons des tests et même de stratégies, une stratégie pour le parti et d'un programme bien précis pour les législatives en cours. Donc je pense que la question de gouvernance ne se pose pas trop. Elle doit être améliorée encore, il y a encore des efforts, mais on est déjà à fond sur cette question-là. On a parlé de la loi qui a été votée pour les victimes des forces de l'ordre qui seraient victimes. Mais vous savez, on prend des assurances tous en ayant envie pour permettre à nos enfants de protéger quelque chose et d'avoir quelque chose si un malheur nous arrive. Donc ça ne veut pas dire que parce que l'État décide de rétrocéder quelque chose et de garantir un avenir aux parents d'un défunt qui peut être un militaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une motivation et ça ne veut pas dire qu'on attend que la personne meure avant de l'activer. Moins on l'activera, mieux on sera content, et je pense qu'il faut encourager cela, surtout que c'est une question inédite. Sur la question de l'extrémisme violent, nous l'abordons de façon holistique. Et c'est pour ça que je disais à l'entame de mon propos, de notre idéologie libérale, la sécurité est au cœur de notre programme. Et donc, dans cette posture, la sécurité se traite de façon holistique. Et l'extrémisme, il y a le volet développement et le volet sécuritaire. Sur le volet sécuritaire, nous allons, une fois à l'Assemblée nationale, militer que les forces de défense soient réellement dotées d'une loi de programmation militaire. Parce que la logique de programmation budgétaire annuelle n'est pas adaptée aux forces de défense nationale. Ils ont besoin d'avoir une vision à court et moyen terme, donc plus ou moins 4, 5, 6 ans, pour être sûr de pouvoir avoir les moyens nécessaires, aussi bien en termes financiers que des moyens d'hommes, pour des objectifs bien précis pour pouvoir adresser les questions sécuritaires. Nous pensons aussi qu'il faudrait aujourd'hui, lors de notre programmation, de tout ce que doit faire l'État au niveau stratégie, au niveau de documents de politique, traiter la question sécuritaire et les questions de cohésion sociale de façon transversale. Parce que le vrai problème
Le vrai problème, je le dis encore, c'est les conflits interpersonnels et non réellement l'idéologie qui justifie ce que nous voyons aujourd'hui au niveau du Bénin. Et donc un développement harmonieux comme ça a été fait et nous allons le renforcer du territoire pour éviter qu'il y ait un développement équilibré du territoire. Merci. Que préconise Moël Bénin pour enrayer le phénomène du terrorisme ou de l'extrémisme violent au Bénin? Alors, je ne veux pas rebondir sur les propos du doyen Zatossou, mais je crois qu'on s'est compris. Je suis d'accord avec lui. Ça peut arriver qu'un parti de la mouvance et de l'opposition puisse partager un point. C'est sur la clarté. C'est très important pour le gouvernement d'avoir une communication très claire sur le dossier de lutte contre le terrorisme. Parce que c'est quand c'est pas clair que les gens sont là à inventer toutes les choses possibles pour polluer la compréhension même du sujet par les populations. En même temps, il faudrait reconnaître que les questions de défense et de sécurité sont tellement délicates qu'on ne peut pas en parler tous les matins dans les médias, surtout quand on est à l'initiative, surtout quand il s'agit du gouvernement. Alors, cette précision faite, je veux rappeler, parce que beaucoup l'oublient, que Moël Bénin est un parti de la majorité présidentielle. Nous assumons, nous accompagnons les actions du gouvernement. Et sur ce point précis, dans un État qui se respecte, c'est le gouvernement qui est à l'initiative des efforts en matière de sécurité et de défense. Et dans ce sens, évidemment, nous appuyons ce que fait le président de la République, par exemple, son leadership dans l'initiative d'Accra, qui permet aux pays membres de cette initiative de trouver des ressources nécessaires en leur sein pour accélérer l'équipement qu'il faut afin de faire face aux problèmes du terrorisme. Mais également faire en sorte que, si nous sommes à l'Assemblée nationale, que nous puissions améliorer, parce qu'on voit tous, même sur ce plateau, vous constatez que la compréhension d'un parti à un autre est différente du sujet. Donc ça veut dire quoi? À l'Assemblée nationale, il faut faire un effort de mise à niveau d'information. Et c'est pour cela que si Moël Bénin va à l'Assemblée nationale, le parti proposera en fait des séances d'audition avec des personnes ressources, que ce soit d'anciens préfets, que ce soit des officiers à la retraite, que ce soit des sociologues, des économistes, même des gens vivants, des élus locaux vivants dans des zones qui ont été déjà malheureusement attaquées. En tout cas, faire en sorte que notre compréhension du sujet soit mise à niveau et également soit transversale. Parce que si on a des députés qui ne comprennent même pas le sujet, comment vous voulez qu'ils proposent des lois ou bien qu'ils accompagnent le gouvernement dans ces initiatives? Donc, nous allons renforcer les auditions des personnes civiles ou même des personnes issues du milieu militaire ou policier pour que la compréhension soit effective, mais également faire en sorte que, comme c'est quand même notre cœur de législature, c'est l'inclusion sociale. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. On a beau dire, oui, que c'est une question d'idéologie ou ce n'est pas une question d'idéologie. La réalité, c'est que si dans ces zones, il y a des jeunes qui n'ont même pas un emploi, qui n'ont même pas d'emploi agricole, qui ne sont même pas au moins ouvriers agricoles, ça veut dire qu'ils vont céder aux sirènes des terroristes. Moël Bénin a épuisé son chrono, a épuisé son temps de parole. Nous allons poursuivre avec l'UDBN. L'UDBN et la question du terrorisme. Quel programme de législature? Merci, monsieur le journaliste. Comme je vous le disais, l'UDBN est le parti du peuple. Ce qui m'enchante, c'est que l'UDBN organise déjà depuis fort longtemps des ateliers avec la population pour débattre des questions d'actualité nationale. La question du terrorisme a été déjà abordée au sein du parti avec la population elle-même. Nous saurons lutter contre le terrorisme actuel sans l'implication totale des populations elles-mêmes. Oui, le gouvernement va se doter du matériel, va se doter du partenariat, c'est vrai. Mais la population elle-même a un rôle à jouer, a un grand rôle à jouer. Et pour le faire, notre parti, Union démocratique pour un Bénin nouveau, s'inscrit dans un rôle avant-gardiste. Pour d'abord aller vers la population,
renforcer les capacités de cette population à l'écoute et à faire attention à tout ce qui se passe autour d'elle-même. Et nous avons mis l'accent particulier sur la révision de certaines lois déjà votées par les anciennes législatures. Je parle par exemple de la loi sur la transhumance. Parce que par le biais de la transhumance, nous avons beaucoup de pénétration. Il faut revoir les lois et voir les points forts et les points faibles et voir où est-ce qu'on peut travailler sérieusement pour la sécurité. Amener le gouvernement à impliquer le Parlement dans le choix des partenaires stratégiques pour ne pas avoir les mêmes problèmes que nos pays frontaliers. Je veux parler du Burkina, du Mali dernièrement. Il faut que le gouvernement, avant de prendre des choix stratégiques en matière de défense et de sécurité, consulte le Parlement. Le Parlement doit désormais consulter le peuple pour que les choix que le gouvernement va faire, va opérer, ne soient pas contraires aux choix que le peuple aurait souhaité. Il faut investir sérieusement dans l'éducation et la formation. Parce qu'un homme bien éduqué, bien formé, saura que faire. Quand on va lui poser des choses qui ne sont pas réellement ce qui va pour sa gouverne, il saura comment refuser et que faire. Il faut s'intéresser sérieusement au traitement de nos agents de sécurité. Je parle de la police républicaine, j'étais venu sur ça avant, et de nos agents de défense. Je parle des militaires et paramilitaires. Donc, c'est autant de choses qu'il faut faire pour s'assurer que le terrorisme sera totalement évacué. La question de l'implication des leaders religieux est très prépondérante sur la question de la gestion du terrorisme. L'UDBN a déjà, depuis fort longtemps, commencé par mener des ateliers, des formations à la base avec les chefs religieux pour les impliquer dans la gestion de la chose politique. Donc cela est très important pour pouvoir remédier au terrorisme. Le PL Renouveau ayant déjà passé son temps de parole, on va donner la parole à l'OMPL qui n'a plus qu'une minute également pour suivre la question. J'espère que dans la minute que j'ai, je pourrais dégager 30 secondes pour que le représentant de l'UPL Renouveau puisse nous aider à répondre à une question. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, si vous avez des difficultés de compréhension, vous ne savez pas certaines choses, il faut aller vers la police, il faut aller vers tout. Je voudrais alors je vais lui laisser le temps pour nous dire comment on pourrait faire ça. Parce que je ne suis pas sûr qu'un parti d'opposition va aller vers la police républicaine, pas parler de la police républicaine pour qu'on puisse nous donner certaines informations. Alors, j'ai compris, je ne sais pas comment le BR est arrivé sans avoir fait le même diagnostic que nous, à proposer peut-être presque les mêmes choses que nous. Parce que la question, nous pensons qu'il faut une politique nationale de lutte contre le terrorisme. Et cette politique, c'est une politique qui doit pouvoir prendre en compte la programmation de l'intervention des actions des forces de défense béninoises. Et pour ça, nous pensons qu'il nous faudra mettre en place une loi aussi claire qui planifie comment cette lutte doit se faire. Nous pensons aussi, en s'alliant sur la méthode de l'UDBN, qu'il faut sécuriser nos frontières et par conséquent une loi sur la protection de nos frontières, sur l'immigration. Voilà, excite le mouvement populaire de libération. Pour ce qui est du temps de prise de parole, c'est terminé. Nous allons poursuivre la course avec les trois partis politiques qui ont encore quelques secondes à glaner pour conclure. Oui. Nous avons les démocrates qui ont encore quelques secondes, le Bloc républicain et l'UDBN. Herman, on va les écouter sur le mot de la fin. Voilà, la conclusion avec les démocrates. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Les questions de défense et de sécurité, comme toute la gestion du pouvoir, a été tributaire de l'étouffement du débat national. Le débat national n'existe plus. Et nous, si on va au Parlement pour réinstaurer le débat national. Quand on parle de clarification, ça veut dire qu'on n'a pas discuté. On ne discute pas. Si vous n'êtes pas content, vous ne pouvez pas le dire. Ou si vous le dites, dans certains contextes, on cherche des trucs et on vous... Non. L'étouffement des libertés, l'étouffement du débat national, ça dérange dans tous les aspects de la gouvernance, surtout dans les questions de défense et de sécurité. Il faut absolument... C'est vrai que ce n'est pas des questions qu'on va discuter tous les jours. En public, il y a certainement des problèmes de stratégie. Mais enfin, il y a une orientation nationale qu'on doit
adopter, que la nation doit adopter et dans laquelle doivent s'insérer les différentes stratégies. Et ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas lieu et c'est ça qui a été la cause, en réalité, des problèmes que nous avons vécus. J'espère que les auditeurs nous suivent, que la population nous suive et qu'il faut réinstaurer le débat national. Nous, on va au Parlement réinstaurer, pour ça. vous l'avez dit, Merci le Parti Les Démocrates a fait passer son message. Il y a eu le temps qu'il faut pour le faire. Herman, on va continuer. Nous avons 2 minutes 30 pour le bloc républicain. On va l'écouter sur la question, sur le mot de la fin. Merci beaucoup. Je dirais au doyen qu'il vient de faire le débat. Donc je ne vois pas quel débat il veut restaurer encore, puisqu'il est là aujourd'hui, on est en train de débattre. Et à mon ami du MPL, qu'il y a une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violence qui existe, la radicalisation et l'extrémisme violence. Donc en fait, je pense que vous aviez certains besoins d'information et pour pouvoir proposer le bon diagnostic. Et nous, on travaille depuis longtemps pour que toutes les initiatives qui existent, parce que la BGF agit au long des frontières, la police agit sur tout le territoire national en termes de sécurité interne et la défense nationale aussi est là. On veut que toutes ces initiatives fassent une initiative intégrée qui vont avoir une feuille de route claire avec les développements qu'il faut à côté. Donc nous disons simplement que nous sommes encore ici, bien évidemment, pour une élection législative. Donc nous ne serons pas, ce n'est pas une élection pour l'exécutif. Et donc c'est le contrôle de l'action gouvernementale et faire voter des lois qui vont impacter et changer la vie des Béninois. La vision Alafia 2025 arrive à échéance. Le Bénin va entamer une nouvelle vision qui va passer d'une concertation nationale et la question sécuritaire. Le bloc républicain veillera à ce que la question sécuritaire soit prise dedans pour que les Béninois se projettent et ça va être notre vision commune et nous voterons cela par une loi ou voire un référendum pour que cela soit imposé à tout le gouvernement qui passera parce que ça va être la vision commune des Béninois. Pour finir, je dirais que l'action de contrôle gouvernemental ira et la gouvernance sera au cœur et la sécurité aussi sera au cœur de l'action du BR lors de ces élections et lors de son mandat au Parlement. Je vous remercie. Voilà. Dernier parti politique à disposer de quelques secondes pour conclure, l'UDBN. Merci, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, vous, Béninois, qui nous écoutez, je voudrais nous rappeler que l'UDBN, qui est votre parti, qui est là pour défendre vos intérêts, nos intérêts, a ses portes ouvertes tous les jours que Dieu fait pour accueillir vos doléances. L'UDBN a décidé d'être le parti du peuple et être aux côtés du peuple. Nous n'allons pas au Parlement pour faire notre volonté. Nous allons au Parlement pour faire la volonté du peuple. Nos bureaux ne sont pas ouverts qu'en période de campagne. Nos bureaux ne sont pas ouverts qu'en période électorale. Nos bureaux sont ouverts tous les jours, tous les ans. Donc passez vers nous, posez-nous vos problèmes et c'est à base de ces problèmes que nous allons demander le vote de certaines lois pour le bien du peuple. C'est le parti qui a pensé à la population, aux femmes, aux jeunes. Qui vous souviennent que sur notre liste, nous avons 32% de femmes et 67% de jeunes. Donc, sachez que vous avez le parti qui répond au mieux à vos attentes. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà, chers invités, merci. Merci d'avoir porté la voix des partis politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain. Herman, c'est fini? Tout est bien qui finit bien. C'est fini pour le deuxième numéro donc, de cette série. Florilège de réaction au niveau des partis politiques sur l'épineuse question de la défense et de la sécurité. Vous les avez suivis, amis téléspectateurs de bout en bout. C'est à vous d'apprécier, de mettre dans la balance ces différents programmes de législature dans vos choix. C'est le 8 janvier prochain. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.